Coucou les amis, je rentre avec des caméras qui ne vous filment pas. Je vous présente Mélisa, qui est ma plus ancienne élève d'Aubervilliers que j'ai connue en 6e, qui maintenant fait des études de droit. Là-haut, il y a une grande terrasse, on l'a fermée, mais on va faire un espèce de petit jardin zen où les gens pourront aller. Ici, dans cette grande pièce, il y aura une librairie. Oh, voilà. Ici, il y aura une cuisine, de ce côté-là, pour que les chefs puissent se travailler. Ouais. Et ici, il y aura un bar. Voilà. Avec mes parents, on s'est installés à la Maladrerie, tu vois, vois donc qui est vraiment au fort, enfin au fort, ouais, au 4 chemins. Non, au fort d'Aubervilliers. Ouais. Et c'était, enfin, moi, je vois ça avec, je me souviens de ça avec les yeux de mon enfance, donc peut-être complètement démesuré, mais pas du tout l'idée de la cité telle qu'on la voit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire quelque chose de sombre, de dangereux, mais au contraire, un endroit avec beaucoup de vie, où les gens, quelles que soient leurs origines et leur provenance, pouvaient se rencontrer et parler. Dans cette cité d'Aubervilliers, il y avait un grand atelier où mon père peignait, faisait de la musique, et il y avait tout le temps de la vie, des enfants, des artistes. Mon père peignait sur des toiles, voilà. Et puis, il s'était dit, peut-être qu'il s'était dit inconsciemment que les toiles, c'était pas suffisant. Donc il est sorti de l'atelier et il a commencé, un peu comme ici en fait, à peindre les murs de la cité. Donc moi, quand je suis revenue au Théâtre de la Commune, c'était 20 ans plus tard, même plus que 20 ans plus tard, je me suis dit, tiens, je vais voir les fresques, parce qu'on n'habite pas là depuis hyper longtemps, c'est devenu une espèce de crèche ou un truc associatif. Et puis on m'avait dit, tu vas voir la Maladrerie, enfin peut-être que toi tu t'en souviens, c'est complètement gris, c'est même un peu craignos. Là où tu habitais, c'est devenu un repère de dealers, enfin ça avait vachement changé. Et quand je suis revenue, effectivement, c'était tout crade, et c'était complètement tagué, sauf ces fresques, qui étaient restées complètement intactes, en fait, avec le temps. Et je me suis dit, mais d'abord, j'étais stupéfaite du génie, je le dis avec tellement d'objectivité de mon père, d'avoir utilisé des pigments qui restent aussi longtemps dans le temps, et en même temps, de se dire, tiens, c'est comme si les jeunes que je voyais cramer des voitures sur BFM TV, et ben en fait, ces jeunes-là, ils s'étaient posé la question de la conservation artistique, et ils s'étaient dit, bah non, ici, c'est chez nous, ici, ça, c'est à nous, pourtant, il n'y a pas de signature, mais ça, on ne le tague pas, en fait. Et je pense que ça a été un déclencheur de me dire, peut-être qu'avec ces jeunes avec qui je vais travailler dans les ateliers, je vais retrouver cet engagement artistique et cette diversité que j'avais connue à Aubervilliers, mais qui était celle de l'exigence en même temps. C'était pas seulement de l'exigence où tu nous as pas imposé en fait ce comportement, agir comme des acteurs, comme des professionnels, mais on l'a voulu aussi de nous-mêmes parce que ça te paraissait évident qu'on en était capable. Je me souviens que tu m'avais appelée en me disant « Grande nouvelle, j'ai été reçue à Louis le Grand ». T'as eu ton bac? J'ai eu mon baccalauréat, ouais. Avec une mention? Mention, ouais. C'est ça. Bac scientifique, tout ça, tout ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. Il y a 6 mois, j'ai pris la direction de cet endroit incroyable. Il y avait voilà, un lieu et puis un autre lieu. Et nous, on a cassé et on a fait des portes ouvertes pour que les gens puissent venir. Il y a des artistes qui vont venir et qui vont faire la même chose que moi, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas répéter dans leur coin avec de la fumée qui sort de leurs oreilles, hyper concentrés avec leurs mèches, etc. Ils vont faire ça peut-être, mais surtout ils vont aller à la rencontre de ce territoire qui me fait beaucoup penser à Aubervilliers. Parce que ces mondes qui ne se rencontrent pas, que tu as connus à Louis le Grand, bah ici, ça se rencontre tout le temps. Voilà, le théâtre. C'est une grande salle de 250 places. Qui répète un spectacle sur la crise des balcons. C'est une œuvre folle. Quelqu'un va venir avec... il va y avoir un auteur en résidence. Il va faire des ateliers d'écriture avec un collège, un lycée, un foyer de jeunes travailleurs, un foyer de migrants, ce qu'on veut en fait. Ou quelqu'un va travailler une pièce avec un texte et va partager ce texte-là avec un travail de plateau. On va être sur ce partage, si tu veux, de l'outil artistique. Et après, éventuellement, les gens viendront voir les spectacles des artistes. Mais c'est éventuellement. L'idée, c'est vraiment d'impliquer en fait les gens
dans le processus, dans le processus, et surtout que l'artiste se dise mais ça en fait vu qu'on travaille comme avec des comédiens, comme avec des pros, ben ça je n'y avais pas pensé, ça vient nourrir mes propres créations. Tu vois ce que je veux dire? Ce sur quoi je veux revenir, c'est cette notion d'espace, c'est que c'est vraiment quelque chose que tu nous as inculqué, nous, au cours des séances. On a eu la chance de se produire au Théâtre de la Commune, mais nos répétitions, on les faisait dans une salle, on poussait les tables, les chaises contre les murs et on se débrouillait pour avoir de la place et bosser. Et je sais que cette salle de classe qu'on voyait quotidiennement, eh ben, lorsque l'on était en répétition, lorsqu'on travaillait, c'était notre espace de travail. Quand je parle, je ne parle pas en poussant avec les cordes vocales, mais je parle avec les abdos, parce qu'attention, on nous a appris à nous exprimer comme ça. Lorsque je me tiens comme ça, qu'importe l'espace que j'occupe, c'est mon espace. Et je fais en sorte, en me tenant comme ça, et en prenant possession de l'espace de cette manière-là, à ce qu'on prête attention à ce que je dis. Et c'est chez toi, quoi. Voilà. T'es chez toi, même l'espace d'un instant, l'espace de ce discours-là, c'est mon espace. Et nous, les artistes, on est là pour questionner le monde dans lequel on est. Mais les gens dehors, le facteur, le mec qui tient l'épicerie, lui aussi questionne le monde dans lequel il est. Mais peut-être qu'il ne prend pas forcément la parole comme les artistes ont l'habitude de le faire. Et c'est une occasion de se dire quelle place ou quelle justice presque on rend à ceux qui traversent là les deux, la petite Méditerranée qui sépare la porte du théâtre et le, tu vois. Et je trouve que le théâtre, c'est l'art, c'est encore un acte de résistance quelque part. Du coup, tu vas laisser ça ouvert à tout public ou c'est des compagnies? C'est et des compagnies et du public qui viendra faire des ateliers de pratique amateur ou partager, tu vois, ces projets de transmission. Il y a eu ce texte de toi, Carnage, qui a été pour moi un moment mais très important, quasi historique. C'était pas simplement un texte comme ça d'un artiste qui apparaissait, c'était un texte politique très fort. Et je me souviens très bien de ce moment où j'ai pleuré en lisant ton texte. J'ai pleuré parce que tout d'un coup, ça ouvrait des portes. C'est comme si tout d'un coup, le monde s'ouvrait vers quelque chose de nouveau pour moi et de se dire, bon sang, mais ce pays, oui, ce pays, il existe parce que nous sommes tous réunis et que la force de ce pays, c'est justement ces identités multiples et qu'il n'y a pas une identité unique, mais parce que ça n'existe pas. La France, elle a toujours été des milliers d'identités et tout d'un coup, ça me paraissait une évidence et c'est toi qui a sorti ce texte et du coup, je t'ai répondu. J'ai écrit une lettre à Magid, donc sur le site de l'Obs. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à échanger presque d'une manière mentale, pas forcément avec 50 textos, pas encore la voix, quoi. Voilà, c'était ça qui était fort à ce moment-là. Oh, des garçons, pas des inconnus, qu'ont peur de les voir tout nus, au bras de celui qu'elles préfèrent. Et ils habitent juste à côté, des fois la chambre d'à côté. Les autres appellent ça des frères. J'entends très bien ce que tu dis parce que moi, j'ai éprouvé le besoin de la fraternité. Cette fraternité, elle ne peut pas se faire comme ça. Et donc les années passent et on attend, puis ça se dilue. Il y avait ce fameux droit de vote des immigrés, qu'on attend encore aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Et moi, je me dis, mais voilà ce qui a manqué. Parce qu'il y a un moment, ils se sont dit, bon, les Français ne sont pas prêts ou je ne sais quoi. Si vous aviez donné à nos parents le droit de voter, sans même exiger d'eux qu'ils soient français, en imaginant qu'ils le deviennent par palier, c'est-à-dire qu'on les ménage, on est bienveillants, ils nous auraient, nos parents, infusé une empathie de la République. Au lieu de ça, ils auraient hérité d'une amertume qui nous ont transmis. Le problème, finalement, c'est le regard de l'autre. Et quand je suis dans la rue, c'est... Encore hier, un mec me dit « Libanais ?» Non, Français, Toulousain. Ce dont je me suis rendu compte, moi, beaucoup, c'est que il suffit pas de dénoncer des principes d'amitié ou autre. Ceux à qui on s'adresse ont besoin d'avoir un rapport de confiance. Et que souvent, c'est ce qui a manqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent avec des discours généreux, mais c'est que des mots. À aucun moment, ça prend vie. C'est que des mots. Et que ce qui manque souvent, c'est
Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Aujourd'hui, tu es dans un système où pour que cette confiance, elle se crée, qu'elle se produise, il faut du temps. C'est-à-dire que la transmission, ça ne peut pas se faire malheureusement en disant tiens, plaque, je vais faire un colloque. Transmettre l'amour de la poésie, bah, ça ne passe pas forcément par une émission chez Michel Drucker. Voilà. Ça peut passer, tu retournes au Mirail, il suffit que tu en aies chopé 2 dans ta gypsière et qui ont accroché, et ben tu as gagné ta vie. Et souvent, ça passe d'ailleurs par 1 ou 2. Mais oui. Plutôt qu'une masse. L'amour c'est bête, me dit-elle un jour, mais on est fauché, mon amour, faudrait casser chez les Rupin. Je lui dis, t'oublies que je suis chanteur, un jour j'aurai des droits d'auteur et on pètera dans le satin. Elle me dit, les poules auront des dents, soyons pas vaches en attendant, soulageons les riches malheureux. Moi, pour un seul de ses cheveux clairs, j'aurais foutu un type en l'air si elle m'avait dit, efface-le. Ton bouquin, ma part de Gaulois, pour moi, c'est non seulement c'est un roman vrai, mais c'est aussi un livre très poétique. Pour moi, la poésie, elle est universelle, et donc la littérature est universelle. C'est là où les frontières sautent. Et là, j'étais en lice sur le Goncourt. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis fils d'Algérien? Je me suis pas senti légitime. Parce que finalement, quand on vient d'en bas, en fait, on a toujours l'impression d'être l'intrus. Tu n'es pas un militant, tu n'es pas au sens militant politique classique, ni un idéologue. Absolument. Et ta force, c'est d'être un poète, c'est justement de ne pas être, d'être un musicien, d'être un poète, et de porter ses valeurs dans l'art. Ce qui nous sauve, c'est quand même c'est la beauté. C'est qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus enrichissant et de plus épanouissant que de dire, voilà, moi je vous offre de la beauté, quelque chose qui transcende tous les clivages, qui nous sort de tout ça. Dans ma part de Gaulois, ce que je trouve très fort, c'est que tu as une double peine, c'est l'exil intérieur par rapport au fait que tu es émigré, et t'es l'exil intérieur par rapport à ta tribu qui n'accepte pas ton chemin, parce que c'est un chemin qui leur fait peur. C'est là où le romanesque devient évident, c'est-à-dire que là, bah oui, il faut écrire, quoi. Tu es obligé d'écrire. Et c'est d'autant plus marrant que c'est par les mots que j'ai senti ma propre exclusion. Quand j'ai commencé à utiliser mes premiers passés simples dans la rue, t'es français, comme une condamnation. Et c'est vrai que les mots nous sauvent de tout. Oui. Ils nous sauvent des mots, M-A-U-X, qu'on a tous, et c'est une... Et ils nous construisent. Ouais. Devant quelques fleurs, je me rappelle d'un tu. Je pleurais, papa, te rappelles-tu? Ce mode de l'être sans pitié, venu là pour te tutoyer. Jamais à aucun de tes rendez-vous, jamais t'as eu droit à un vous. Oh, qu'est-ce qu'ils en disent les cieux? Jamais t'as eu droit à un monsieur. Je suis au Groenland, plus exactement au fond d'un fjord. Merci le réchauffement. Nous sommes là exactement entre Ilulissat et Nuuk, c'est-à-dire à peu près juste au-dessus là du cercle polaire. Le glacier en question, je crois qu'il faut le montrer, le glacier. Voilà. Donc il est en plein... Il est en train de fondre, hein, là il fond. Le réchauffement climatique est très perceptible ici et on le sent de manière subjective. On peut, enfin en tout cas j'en atteste parce que depuis 4-5 jours nous avons un très très beau temps. Je travaillais sur cette histoire d'expérience de la NASA qui avait mis des petits canards en plastique jaune dans un glacier du Groenland, le glacier Jakobshavn, pour tenter de comprendre en fait la particularité des écoulements sous-glaciaires. La NASA avait perdu ces canards, lancé un appel à les retrouver, et moi, je m'étais pris au jeu de cette chose-là en me disant, alors je vais tenter de chercher les canards quand même. Si je trouve les canards, j'ai peut-être une explication, je peux peut-être contribuer à la compréhension du monde et du changement climatique. J'ai vu que la spécialiste paléoclimatologue du Groenland en France, qui travaille sur les glaciers, c'était vous. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. J'avais passé 3 mois l'été 2008 au Groenland, y compris à Jakobshavn.
pour une opération de carottage, justement visant à savoir comment la calotte du Groenland a réagi dans le passé lorsqu'il y a eu des épisodes chauds dans l'histoire du climat. Le réchauffement climatique est bien à l'œuvre et je peux en témoigner, en tous les cas de manière sensible, puisque là, depuis quelques jours, vraiment, c'est du très très grand beau temps. Si nous devons retrouver un canard jaune, il devrait être à cet endroit-là précisément, dans ce fjord quelque part, ou bien déjà peut-être dans la baie de Disco. Inutile de vous dire que retrouver un canard ici, c'est une tâche compliquée, voire totalement impossible en fait, et que bien sûr, je n'en ai pas retrouvé. J'ai questionné quelques habitants d'Ilulissat. Je n'ai pas dû me faire comprendre. Je cherchais à ce moment-là une forme de spectacle nouveau qui était... et ça a été le premier spectacle que j'ai fait comme ceci, ce que j'appelle des conférences-performances, qui sont en fait des formes totalement non écrites, qui sont des formes orales en fait, improvisées, et qui permettent à partir d'un matériau qui est connu, scientifique, fourni par ceux que j'ai rencontrés, me permet, et avec ce que j'appelle moi une dramaturgie du PowerPoint, qui me permet de faire des conférences qui vont finalement produire un raisonnement. Et puis les travers des raisonnements aussi. Et le travers des raisonnements. J'ai trouvé que ce dispositif-là était un dispositif opérant et particulièrement pertinent pour le Groenland. Et donc j'ai décidé de le garder pour toutes les conférences que je ferai sur le Groenland. Donc je vais suivre exactement ce dispositif-là maintenant. Il y a juste le sujet qui va changer. Mais sinon, ce sera exactement ça. C'est ça qui me passionne, moi. Enfin, c'est pour ça que je fais du théâtre vraiment et que je mêle ces questions-là à ma pratique. C'est parce que j'ai l'impression d'être au cœur d'enjeux qui sont là, sur ces questions-là. Et en même temps, c'est intéressant le théâtre parce que ça permet aussi de montrer un peu le jeu de rôle. Et finalement, souvent, le scientifique, il est coincé dans un rôle. Et c'est pas forcément facile de sortir de cette espèce de tiroir. Et comment la climatologie, elle est devenue une science à enjeu, quoi. On peut prendre la climatologie et lui faire dire ceci ou cela. Et en clair, on peut lui faire dire l'homme est responsable aujourd'hui de la destruction des écosystèmes, ou l'homme n'est en rien responsable de cela, ou très peu responsable de cela, etc. Et à partir de là, on a deux options de développement du monde. Dans vos pièces de théâtre, moi ce qui me frappe aussi, c'est ce regard de géographe où en fait, vous mettez en avant les humains. La dimension humaine, très fortement. Et souvent, les climatologues physiciens comme moi ont tendance à mettre en avant les variables du climat, la température ou les choses comme ça. Et vous ancrez ça dans l'histoire humaine. Pose d'ajouter une virgule entre 4 degrés et 5 degrés afin de mieux dissocier chacune de ces valeurs et chacune mieux les associer au mot strictement, voilà. Oui, alors merci beaucoup Union Européenne. Alors je rappelle quand même aux délégués, enfin et aux parties présentes qu'il y a 44 alinéas dans notre préambule et 12 chapitres au total dans notre texte d'accord. Alors, si on pouvait juste en tenir compte dans l'examen de cet alinéa, ça serait quand même formidable. Voilà. Les États-Unis proposent de couper la poire en deux entre l'année 2040 et la fin du siècle et d'adopter la date de 2070. Concernant la virgule, les États-Unis pensent que si ce texte est plus clair avec cette virgule supplémentaire, alors il faut l'ajouter. Alors écoutez, juste s'agissant de la virgule, pour avancer un petit peu, je suggère que nous mettions la virgule entre crochets. Comme ça, on validera ou pas cette option lors de notre dernière lecture vendredi. Ce qui me nourrit beaucoup dans ces travaux, c'est que ça me fait sortir du théâtre. Je vais sur des terrains et en sortant du théâtre, mais j'ai l'impression de faire encore plus de théâtre que si j'étais resté au théâtre. J'ai été programmé aussi dans des universités où on cachait le fait que je sois artiste pour provoquer en master de climatologie, pour voir jusqu'à quel point... Et donc c'était drôle parce que j'avais tous les étudiants qui prenaient des notes dans l'amphithéâtre. Puis à un moment donné, il y a une jeune femme vers une demi-heure qui arrête de prendre des notes puis qui me regarde. Puis elle fait comme ça. Puis je la vois regarder ses copines ou ses copains étudiants autour d'elle. Et puis je vois dans son regard qu'elle se dit non mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est au moment du bouchon de canard. Bouchon de canard qui bouche un glacier, évidemment, c'est énorme comme image. L'art, c'est toujours, je trouve, un prétexte pour aborder des choses qu'on n'arrive pas forcément à aborder frontalement, facilement. Voilà, parce que justement, on va vraiment au fond des choses. C'est-à-dire, pourquoi on communique, quelle est notre place dans la société, comment on affronte des idées reçues.
Il y a toutes ces questions-là. Ce que je cherche à faire, ce n'est que tisser du réel. Donc, si à un moment donné, ce que je dis n'est plus en phase avec ce qui se passe, ou les connaissances, alors il faut que j'arrête tout de suite, quoi. Parce que ça ne marche plus, mon truc. Mon truc ne va marcher que si il est puissamment ancré dans des choses qu'on peut vérifier, qui sont actées. Moi, ce que je cherche à faire, c'est pas forcément exercer l'esprit critique chez les autres, mais c'est comment, à partir du réel, on tire des fils qui vont inventer des narrations improbables. And there are no polar bears here. Il n'y a pas d'ours polaire ici. Polar bears are not bipolar. Et que le raisonnement soit imparable, comme dans une démonstration imparable, mais nous amène à la fin à un bouchon de canard dans un glacier. La Russie accepte la proposition américaine concernant la poire. La Chine pense que la Russie veut dire que la poire est un fruit. Hein, et que les États-Unis souhaitent que l'on puisse couper ce fruit en deux. Hein, couper la poire en deux. Voilà. J'ai fini, merci, Président. Merci, Chine. C'est ce que j'ai tout de suite compris dans la manière dont tu fonctionnais. C'est comment, entre ta vie personnelle, ton engagement, ton métier, il y avait comme un circuit, l'un alimentant l'autre. Parce que moi, je suis comme ça, je ne suis pas engagée, c'est ma nature. Je n'ai pas besoin de rentrer dans une asso, dans un machin, etc. C'est pour ça que tu les multiplies comme ça. C'est pour ça que je les multiplie comme ça, il n'y a pas de danger. Tu règles le problème. Je n'appartiens à personne. Notre combat féministe pour l'égalité, on va peut-être pas avoir beaucoup de réalisations, mais en tout cas, petit par petit, voilà, on arrive à grignoter des possibilités. Moi, je crois qu'on gagne. Simplement, la société autour de nous évolue et surgissent d'autres combats. Par exemple, la question des violences faites aux femmes, c'était une non-question en 2000. Il faut s'en souvenir quand même. Hein. Ça n'existait pas. Ça faisait partie des différentes couleurs de la société. Voilà, il était admis quand même qu'une femme se faisait taper dessus. C'était admis. Il y avait quand même le crime passionnel. C'est extraordinaire quand même le crime passionnel. Ouais. Il l'a tué, mais c'est parce qu'il l'aimait. Bon, je ne sais pas non plus. Ce que tu as rencontré avec Jacqueline Sauvage, c'est l'adhésion de tout un mouvement. Et contre l'avis et même quelquefois la stratégie des avocates de Jacqueline Sauvage, tout d'un coup, il y a eu ce mouvement populaire, mais qui était que moi aussi, j'ai ressenti comme profond. Je n'ai pas réfléchi. Quand j'ai vu que l'appel était refusé, rejeté, mais ça a fait, je ne peux pas te dire, ça a fait un retour de flamme comme ça. Mais physiquement, dans mon corps, je l'ai senti dans mon corps. Je me suis dit, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais le faire. J'ai appelé les avocates en disant, est-ce que vous voulez que je fasse un comité de soutien? On dit, tout est bon, donc voilà, j'ai commencé. La révélation des difficultés, des problèmes des femmes, ça fait partie des combats gagnés. Parce qu'après, les choses se mettent en place, les stratégies, elles peuvent mettre du temps à aboutir, mais on a déjà gagné la visibilité. L'énorme problème des femmes, c'est qu'elles sont invisibles. C'est qu'on ne veut pas les voir là où elles sont. C'est pas un sujet en politique, les femmes. Oui, tu as un peu ni raison. pour la gauche, ni pour la droite, ni pour personne. Ça, tu dis qu'on est transparente, ça n'existe pas. Je veux dire que de temps en temps, ils font ah oui, les femmes, oui, tiens, ministère, machin, etc. Bon, alors maintenant, parlons sérieusement. On n'est pas là, quoi. On n'est vraiment pas là. Dans le département de la Mayenne, il y a un colonel de gendarmerie qui fait des initiations de ville en ville, qui fait des journées comme ça d'initiation. C'est insensé. Donc, ils m'ont invité à participer à ça. J'y suis allée ventre à terre, tu penses bien. Et j'ai trouvé des gens, mais impliqués comme c'est pas possible. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'aller se déplacer pour des violences conjugales. Ils en avaient marre de voir les femmes retirer leurs plaintes après. Ils en avaient marre. Donc, ils ont fait une grosse information. Et à la suite de laquelle j'étais là, à la suite de laquelle des femmes sont allées directement à la gendarmerie pour porter plainte. Il y a une violence qui est construite et cette violence, elle est construite aussi
par la culture qui nous entoure. Et moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette construction de la violence chez les hommes, qui leur est plaquée dessus, comme ça, Vraiment. comme une obligation. L'éradication de la violence, Oui. ou au moins la mise à plat de la violence, ne peut passer que par l'éducation. Oui. Et l'éducation, est-ce que tu te rends compte de l'envergure de ce que ça représente et à chaque fois qu'on parle d'éducation, tout est infaisable. Tout est infaisable. Je veux dire, on ne peut pas mettre des femmes dans les livres d'histoire, on ne peut pas parler d'égalité dans les maternelles, on ne peut rien faire. Et pourtant, c'est de là que ça vient. Je ne parlerai pas de ce temps où les petites filles se transforment en jeunes adolescentes et où il y a toujours un con pour frôler son t-shirt en disant très fort « Oh, mais dis donc, ça pousse, pouette, pouette !» Non. Non, non, je ne connais aucune femme qui dise à un jeune garçon en lui touchant les testicules « Oh, mais dis donc, ça grossit, pouette, pouette !» Cru et nu, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un ras-le-bol de tout ce que la société m'impose par rapport à mon corps. Le corps des femmes doit être comme ça, à partir de telle date dans l'année, on doit le transformer pour qu'il puisse se montrer l'été, pour qu'ensuite il puisse porter des vêtements, mais en même temps il faut qu'il puisse mettre de la crème et avoir les cheveux comme ça, et correspondre, etc. C'est quelque chose d'absolument... C'est un carcan, c'est un carcan terrible qui culpabilise les femmes, et plus on leur dit qu'elles ne correspondent vraiment pas à ce qu'il faut, plus elles se sentent coupables, et bien plus elles sont rien, à vrai dire. Eh bien, j'en ai fait un spectacle, et ce spectacle, figure-toi, est devenu un spectacle de référence, un spectacle fondateur pour certaines personnes. Et c'est le public qui m'a dit que c'était un truc important. Il y a 2 filles qui étaient là à la sortie, qui m'attendaient, qui me disaient « Madame, là vous avez dit, on ne comprend pas bien parce que vous avez dit tout le contraire de ce qu'on nous dit. Ben, vous savez quoi, madame? Eh ben, notre vie, elle commence aujourd'hui. » Et des témoignages comme ça, j'en ai eu, mais à l'appel. Tu donnes dans ton métier la voix à des gens qui ne l'ont pas. Et ça, tu le portes et quelquefois, même quand on est impliqué, on ne sait pas faire ça. Et ça, tu sais le faire. Mais j'ai les outils. À 6 heures, je prépare les petits déjeuners et les déjeuners pour les enfants. Je range la maison et si j'ai le temps, je me prépare. 7 heures, je réveille les enfants et je file, je cours. Jogging, pour attraper mon bus, jogging, qui m'amène au RER, jogging, qui m'amène au bus, jogging, qui m'amène à la station où je n'ai qu'une petite demi-heure de marche rapide pour arriver à mon bureau. À l'heure du déjeuner, je mange 2 mandarines pour mes vitamines et 3 haricots verts pour ma micronutrition. Et pendant ce temps-là, je fais des économies parce que ça fait quand même 3 mois que j'ai pas reçu ma pension alimentaire et que je ne porterai pas plainte parce qu'un avocat, ça coûte un bras et que j'ai besoin des 2 miens pour porter mes garçons, un en tête de classe, l'autre en tête des dealers. Et comme je sais que mon aînée, Karine, ma fille, termine son stage à 5 heures, ça m'arrange, ça me soulage. J'irai pas chercher la petite à la garderie et je pourrais en profiter pour faire quelques heures de ménage pour arrondir la fin de mois, avant de reprendre mon bus, qui m'amène au RER, qui m'amène au bus, où je cours, jogging, pour rentrer chez moi, faire les courses avant que ça ferme, la bouffe, spaghetti bolo, ce sera très bien, 2-3 machines pendant que je regarde les devoirs que je ne comprends pas, et hop, 11h, 11h30, au lit. Moi, j'ai démarré dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que c'est transmettre? Qu'est-ce que c'est? Enfin, pour moi, transmettre, c'est mettre en mouvement, et que ce soit le mouvement de la pensée ou le mouvement du corps. Au moment où je t'ai rencontré, de ce que j'ai compris de toi à ce moment-là, hein, c'est que tu t'intéressais surtout au corps empêché. Hein, puisque tu avais travaillé avec, avec des autistes, tu travaillais avec des enfants de quartier nord à Marseille qui étaient des enfants en grande difficulté.
travaillé avec nous, avec des personnes âgées. Tu avais travaillé aussi déjà avant le projet Anima avec les prisonniers, donc c'était ça, quoi, sortir de l'enfermement. Et tu nous as fait sortir de nos enfermements, ça c'est sûr. On a créé en 2011 un sacre avec que des personnes âgées à Marseille. On l'a travaillé à partir d'une expérience de 7 ans d'atelier. Oui. Qu'on est tous arrivés avec des blessures, hein. Mais on ne traverse pas la vie sans, ça c'est certain. Ça a été aussi un baume extraordinaire sur ces blessures-là. Le groupe vous porte. Oui. Ah ouais. Te porte physiquement, quoi. Ça, tu es couché et des gens te soulèvent. Quel bonheur, quel bonheur. Et de voir des corps portés comme ça, même quand je le fais avec les enfants, ou même quand les prisonniers, les hommes qui ont du mal à faire ça. Mais oui, ceux qui acceptent... Quel bonheur ils avaient d'être soulevés. D'être soulevés. On a beaucoup travaillé aussi la confiance, faire confiance à l'autre, savoir se laisser aller, savoir qu'on peut. On peut, ceux qui sont derrière savent et... Voilà, ça a été aussi très important pour moi. Aller vers les autres et puis, comme on disait, leur faire confiance, les connaître. Et en même temps que les connaître, c'est au travers d'eux qu'on se connaît. C'est au travers de l'autre qu'on arrive à se connaître, sinon comment? Moi, c'est un autre corps qui m'intéresse, qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui du danseur. Pas celui qui est formaté. Et qui invente et qui me réinvente du coup. Ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on ne juge pas, mais qu'on regarde, qu'on se laisse regarder comme on est et comment on danse, quoi. Mon corps, elle doit être vue, elle doit d'exister, il est comme ça. Complètement. J'ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. La transmission, elle va dans tous les sens. Elle va de l'enfance à la vieillesse, de la vieillesse à l'adolescence, et que tout ça, c'est que du mouvement, c'est que du présent. Et c'est grâce au corps, je crois, qu'il y avait quelque chose qui nous a consolés, qui nous a réparés, qui réparait ce qui était autour de nous, dans nos vies, qui avait vraiment cette question tout à coup, parce qu'on remettait de l'engagement, de la vie, qu'on reliait tout ce qu'on faisait avec nos vies, mais aussi avec des choses de la société aussi. La prison, ça nous a bien brassés. Les enfants en difficulté, ça nous a bien brassés. Vous qui étiez parents, grands-parents, vous posiez toutes ces questions aussi sur la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on a laissé, qu'est-ce qu'on a donné? On a été tous bien meurtris par les attentats, par comment on continue, comment on s'engage aujourd'hui avec qu'est-ce qu'on laisse, où on ouvre les portes encore, comment on travaille. Et ça, c'était fort de voir que ces questions-là, c'était par le corps, par le mouvement qu'on trouvait les réponses.
petit peu ça, oui. Oui, Jessie. Dans ma petite Amazonie, entends la triste symphonie des filles qui assurent à l'école. Oh, les notes c'est comme un passeport. Elles rêvent d'un aéroport, puisque c'est de là qu'on décolle. Et si elles se comptent sur les doigts, à pas vouloir de la bague au doigt, tant pis, y a pas de fumée sans feu. Elle rêve où que tombe la foudre, d'un monde sans machine à coudre, où on n'a pas besoin pour être heureux d'être deux.